Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Mondial du bâtiment, Mondial 2017. Et là, nous allons partir dans une émission spéciale où nous allons parler bâtiment intelligent, bâtiment connecté, bâtiment connectable, bâtiment digital. Une émission qui est préparée avec 4 partenaires, la Fédération française de domotique, la Smart Building Alliance, Vestapro et Ubiant. Je vais aller rejoindre nos premiers invités pour une première partie de l'émission qui sera davantage consacrée au Smart Home. Donc nous retrouvons autour de la table nos 3 premiers invités. François-Xavier Geland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de domotique. Est-ce que vous pouvez nous faire vite une petite fiche d'identité de la Fédération française de domotique? Oui, en quelques mots. Donc, on a créé la fédération il y a 5 ans. On regroupe en fait aujourd'hui 320 membres. L'idée, c'est de créer un réseau maillé collaboratif avec à la fois des fabricants, des distributeurs, des intégrateurs. Il y a des chercheurs, il y a des formateurs. C'est de mettre tout le monde autour de la table, aussi avec des promoteurs, avec des bailleurs, pour essayer de faire converger tous ces métiers et de faire en sorte qu'au final, nos clients, l'utilisateur final, soit satisfait de son installation. Soit satisfait de son installation domotique. Absolument. Alors pour être satisfait, il faut des entreprises. En face de vous, monsieur Philippe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Domopad. Est-ce que vous pouvez nous présenter Domopad ? Oui. Alors déjà, je tiens à remercier la Fédération d'avoir récompensé une réalisation qui a pris 4 ans, d'accord, qui est en fait le résultat d'une démarche particulière à 2 égards. La première, c'est qu'on est reparti des usages, c'est-à-dire qu'on avait un très beau projet avec un architecte et un client assez exigeant, et on est parti en fait d'une revue d'usage pour arriver finalement à une solution, et pas l'inverse. Alors, on parlera de la solution après. Oui. On y reviendra. Avant, je voudrais que vous me présentiez la société Domopad. Alors, la société Domopad a été créée en fin 2012. C'est un bureau d'études qui est en fait spécialisé dans le logement connecté. Et en fait, l'objectif, c'est d'amener un nouveau concept qui est ce qu'on appelle le full IP. D'accord ? Et le full IP, c'est une manière de dire qu'à partir du moment où un logement est connecté, il est obligatoirement en IP. Et l'objectif est alors d'amener ce réseau-là jusqu'au bout et d'éviter tout ce qui est protocole intermédiaire qui en fait crée des surcoûts sans apporter de valeur ajoutée. Alors on verra ça avec l'exemple de la maison que l'on voit derrière vous. À côté de vous, monsieur Jean-Pierre Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Connectibat. Est-ce que vous pouvez nous faire une fiche d'identité de Connectibat ? Connectibat est une société qui a été créée en 2010, donc on a à peu près 8 ans. Nous sommes intégrateurs sur la région des Pays de Loire, basée à Nantes. Notre métier est de travailler, on va dire, majoritairement sur des bâtiments tertiaires, mais aussi des logements connectés, mais plutôt de volume, et même si on fait encore un petit peu de résidentiel haut de gamme. Alors on va revenir vers vous dans quelques instants, mais avant, monsieur Gelin, moi ce que je voudrais savoir, c'est, on a parlé de domotique, on a parlé de bâtiments intelligents, on parle de bâtiments connectés, de bâtiments connectables, de digital. Moi j'aimerais que vous nous plantiez un petit peu le décor et que vous nous disiez où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la domotique? Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment connecté? Est-ce que tout ça est la même chose? Alors vous avez raison, il y a un peu de confusion. Le but de la fédération, c'est aussi de communiquer et essayer d'être très clair sur ces différents concepts. Je pense qu'on aura gagné quand on n'utilisera plus de mots spécifiques en fait. Le bâtiment de demain, il sera connectable. Le mot connectable est intéressant, mais jamais un client demandera un bâtiment connectable. Un client, il demande un bâtiment confortable, un bâtiment économe en énergie, un bâtiment prêt pour le futur. Et toutes ces technologies, puisque nous, on est des ingénieurs, on vient de la technologie, on est au service des maîtres d'ouvrage, on est au service des architectes, on est au service des bureaux d'études. On a, nous, des solutions qui vont l'aider à concevoir un bâtiment durable. Et tout ce qui est le mot domotique, le mot imotique, le mot GTB, tout ce qui est connecté, etc., ce ne sont que des moyens, finalement. L'idée, c'est de réconcilier tout le monde du bâtiment avec ces termes, puisque ça fait 35 ans qu'on les utilise, et je pense que, comme vous, les gens sont un peu perdus, c'est de dire il y a des professionnels, il y a des humains, et au niveau de la fédération, il y a 320 entreprises
qui ont ces compétences, qui sont capables de les déployer au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions, pour que, et la notion de connecter, c'est le but de, je pense, rendre plus humain, plus confortable, plus sensible un bâtiment en fait. La notion de bâtiment autonome, comme dans l'automobile, on comprend bien que le bâtiment va devenir autonome, il a besoin de technologie, il a besoin de compétences, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la fédération, c'est monter en compétence tous ces gens-là. Ces technologies vont permettre à moi, utilisateur d'un bâtiment, que je sois un maître d'ouvrage privé, ou que je sois un ERP, ou que je sois un conseil régional, de mieux comprendre, de mieux utiliser mon bâtiment, de mieux le faire vivre, sans finalement que je m'en aperçoive, c'est ça ? Absolument. La notion de bâtiment, enfin en gros, personne ne se lève le matin en se disant tiens, je vais régler mon thermostat ou je vais régler ma domotique. Ce qu'on veut, c'est vivre dans un environnement à la bonne température, bien éclairé, avec les bons services. Donc là, on ne parle plus de produits ni de technologie, on parle de services. Je veux les bons services au bon moment. D'accord ? Donc l'idée du connecté, c'est d'amener tous ces nouveaux services du digital. On dit souvent que la plupart des services de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de préparer le bâtiment pour qu'au fil du temps, les utilisateurs, alors on peut parler de donneurs d'ordre public comme des collectivités, mais ça peut être un particulier, ça peut être une école, ça peut être un hôtel, c'est trouver le bon compromis en termes de technologie, en termes de services, pour qu'au fil du temps, quel que soit le besoin, on ait une solution simple, au bon prix, pour effectivement vivre dans les meilleures conditions. Voilà, et tout ça étant évolutif, j'ai bien compris. Alors, à la pas la Smart Building Alliance, à la Fédération française de domotique, vous avez lancé un concours. Depuis quand et pourquoi un concours ? Alors, depuis quand ? Ça fait presque 10 ans maintenant. C'est la 5e édition. Donc, à chaque édition de Batimat et d'Interclimat Elec, on fait le concours. Donc, un an avant le salon, on sollicite les entreprises, on est bien sur un concours de projet, on n'est pas sur un concours de produits. L'idée, c'est de récompenser des projets. Des projets où on a installé des systèmes. Et récompenser le porteur du projet. Alors, pas forcément l'utilisateur final, mais l'entreprise qui a incarné ce projet. Souvent, ce nous on appelle le domoticien ou l'intégrateur en domotique. C'est lui qui a permis de faire la différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans beaucoup de bâtiments, sur une succession de technologies. On est sur une vraie convergence. D'accord ? Donc il n'y a pas d'un côté une domotique d'électricien, de l'autre côté une domotique de chauffagiste, etc. On a une seule domotique parce qu'on a un intégrateur en domotique qui a fait le travail, qui a convaincu, qui a rassuré et qui a travaillé main dans la main avec l'électricien, avec le menuisier, avec le chauffagiste, avec le bureau d'études, avec l'architecte, qui a écouté le client et qui en a fait une synthèse pour dire, voilà, dans ce projet-là, voilà le niveau de technologie qui me paraît nécessaire et voilà comment je vais le mettre en œuvre. Je vais faire un parallèle, c'est un peu comme avec le BIM manager, c'est ça ? C'est un peu celui qui est le pivot autour duquel va travailler les autres personnes intéressées. Absolument, c'est une très bonne analogie. Le BIM sans le BIM manager n'existe pas. On considère que dans un projet, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, si on veut un bâtiment qui donne satisfaction, il faut, à la conception, à la réalisation et à l'exploitation, une entreprise qui incarne le projet et qui est capable de faire la synthèse de tout le monde. Alors, sur les prix que vous avez décernés cette année, qu'est-ce que les membres du jury ont remarqué ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu valoriser et comment ils voient évoluer les choses finalement depuis 10 ans ? Vous avez maintenant pas mal de recul pour voir comment les choses se passent. Qu'est-ce que vous, membres du jury, avez remarqué ? Alors effectivement, ce qui est intéressant dans ce concours, c'est de comparer année après année, édition après édition, l'évolution des installations. Alors, je crois que le principal critère du jury, ça a été la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire, on peut mettre autant de technologie qu'on veut dans une maison. Si au final, l'utilisateur est perdu, on a travaillé pour rien. Donc, on s'attache beaucoup à regarder quelle a été la démarche. Est-ce qu'il y a eu réellement une écoute et là aussi un binôme entre l'intégrateur et son client? Est-ce qu'il y a eu un échange? Et puis après, est-ce que le résultat de ça, c'est quelque chose qui est simple à utiliser et qu'il n'y a pas juste monsieur qui l'utilise, mais que madame, que les différents membres de la famille l'utilisent. Absolument. Ce n'est pas des projets de geeks. Ce n'est pas des projets de geeks. Et il y a 10 ans, il faut être clair, il y a 10 ans, nos projets étaient des projets de geeks. C'est-à-dire il fallait des maîtres d'ouvrage très motivés
qui, en gros, voulait plutôt en mettre plein la vue. Aujourd'hui, on est arrivé dans quelque chose de très utile, c'est-à-dire à quoi ça sert et à quoi ça me sert au quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte, quel est mon bénéfice, et puis en termes de convergence, la simplicité, c'est aussi l'unicité de l'interface. C'est-à-dire que si j'ai une télécommande pour mes volets roulants, des boutons pour mes éclairages, une dalle tactile Oui, pour... là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai tout au même endroit, en général sur le téléphone ou la tablette, c'est ça? Absolument. Ouais. Donc le dernier critère, c'est la partie professionnelle. C'est-à-dire, pour être clair, on ne peut pas réussir un projet de maison connectée avec les méthodes actuelles du bâtiment. Donc, dans les projets, nous, ce qu'on mesure, c'est quelles méthodes ont été utilisées pour que tout le monde travaille dans le même sens avec ces nouvelles méthodes. Donc, dans le BIM, c'est exactement pareil. On ne peut pas faire du BIM avec les méthodes historiques. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on développe de nouvelles méthodes de travail. Absolument. Et ces nouvelles méthodes, alors c'est sur l'aspect collaboratif également, c'est dialoguer avec le maître d'ouvrage et dialoguer avec toutes les entreprises. C'est aussi une rupture au niveau, je dirais, du modèle économique. C'est-à-dire, longtemps, on vendait de la domotique et puis on alignait des devis et puis ça grossissait, ça grossissait. L'idée aujourd'hui des projets que vous allez découvrir, c'est aussi une convergence au niveau des moyens. C'est-à-dire, on ne multiplie pas les infrastructures, on ne multiplie pas le câblage, on ne multiplie pas les interfaces. Le fait de tout faire converger fait là aussi une économie d'échelle. Voilà, on a une économie d'échelle, on limite en fait les tuyaux. Absolument. Il l'a dit, Philippe, c'est le tout IP, c'est une infrastructure, il y a une colonne vertébrale d'un bâtiment, vous le verrez dans les deux bâtiments primés, qui font converger tous les services actuels, c'est-à-dire ceux que le client a demandé, et futurs. Alors tout de suite, on va parler de ces bâtiments et je me tourne vers vous, Monsieur Roux. Alors, faites-nous déjà un petit descriptif de cette maison et de ce que vous y avez apporté. Alors en fait, justement, on est parti de cette démarche de discuter 18 mois avant, en fait, finalement, la remise des clés, de ce qu'attendait le client de son bâtiment. Donc ça évite de parler tout de suite solution. On a fait vraiment une revue d'usage en disant voilà, qui occupait la maison, quelles étaient les habitudes, à quoi servait chaque pièce. Et à partir de là, en fait, on est parti donc sur rendu service. Et une fois qu'on a dit on veut rendre du service, on essaie de trouver la meilleure solution au meilleur prix. D'accord ? Donc pas créer de la technologie pour la technologie, mais toujours d'utiliser la technologie pour rendre du service. Quelle est la technologie que vous utilisez en l'occurrence ? Alors en fait, c'est l'IP. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de bâtiments connectés, oui. Tout de suite, je vais vous demander de temps en temps de définir les choses très techniques parce qu'on n'est pas tous au fait de ces questions. Donc n'hésitez pas à faire un peu de pédagogie. Si je fais l'analogie, par exemple, entre l'évolution, parce qu'on a parlé de domotique, aujourd'hui on parle de logement connecté. Si on parle de l'audiovisuel, au début on avait l'automatisme, c'était des télécommandes. Puis après on a dit, on a plein de télécommandes, donc on veut avoir une télécommande générique qui fait tout. Là, en fait, on a commencé à rentrer dans la domotique. Et puis on a dit, on a un iPad, on a un iPhone, pourquoi pas l'utiliser comme télécommande? Et là, on est rentré dans ce qu'on appelle la domotique 2.0, c'est-à-dire éviter du matériel spécifique et repartir sur le cloud, sur les tablettes. Et là, aujourd'hui, on parle de logement connecté, mais en fait, on est sur les services offerts par Netflix, Deezer, Sonos. Et là, on voit qu'effectivement, on rend du service, d'accord ? Et souvent, les gens aujourd'hui qui utilisent ces services-là ne sont jamais passés par la télécommande universelle. Ils sont allés directement sur ces services-là. Sur le téléphone. Et moi, c'est ce que je vois, et c'est comme ça que je juge si ce que je fais a une valeur ou pas. Ils s'y mettent et après, ils ne lâchent plus. Quand vous êtes sur Netflix, quand vous êtes sur Deezer, quand vous êtes sur Sonos, vous l'utilisez tous les jours et vous ne l'abandonnez pas au bout d'un mois. Un bracelet connecté, des choses comme ça, des fois, on l'utilise et un mois après, il y a plus, en fait, ça reste dans un tiroir. Là, ce sont des services qui sont utilisés. Et c'est là vraiment là où on a un logement connecté et on prend le sens du service et ce qu'il apporte. À partir de là, on voit bien que le réseau IP, il a un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'il faut avoir un réseau sécurisé et performant pour pouvoir que l'ensemble de la famille puisse profiter de ces services-là dans de bonnes conditions. Si vous avez les adolescents qui jouent, les parents qui regardent la télé, voilà, on voit bien qu'un réseau, même je dirais d'entreprise, et la condition sine qua non pour profiter de ces services-là. Si vous conservez votre box sous la télé,
vous ne pouvez pas bénéficier, en dehors d'être voilà, célibataire dans un appartement, mais une famille nombreuse n'y arrivera pas. Voilà, un bâtiment comme celui qu'on voit derrière, c'est pas possible. Comment? Voilà. Il faut quelque chose de plus. Voilà, tout à fait. Donc en fait là, vous avez dans ce cas-là une vraie installation professionnelle qu'on retrouve dans les entreprises avec une baie toute hauteur, des switches, enfin des bornes réseau, donc une vraie installation. Et à partir de là, dans la mesure où on a de la performance et de la sécurité, au niveau entreprise, on a un réseau fiable, performant. Et là, on peut commencer à dire qu'on va connecter, alors là, dans ce cas-là, on a 45 objets connectés en IP qui sont au service du logement. Et on a en fait éliminé finalement un réseau spécifique. On utilise un réseau qui sert aussi à la famille. Donc vous voyez qu'on a un gain général pour tout le monde, pour le logement, mais en fait finalement on n'a pas créé quelque chose qui ne sert qu'à ça. Il sert aussi à la famille, au service. 45 objets connectés ou voilà. 45 connexions. Oui. Est-ce que, alors vous pouvez nous en décrire, on va en prendre un ou deux ou trois. 45, moi ça me paraît énorme. Donc je ne sais pas, dites-nous qu'est-ce qui est connecté, puis après un exemple de service que vous avez rendu et que vous rendez aux habitants avec votre système. Alors en connecté, par exemple, si on prend sur l'efficacité énergétique, vous allez avoir un certain nombre de calculateurs qui vont gérer les consignes et les températures pour régler les températures à chaque pièce. Je crois qu'il y a 11 zones, d'accord. Derrière, vous avez un serveur qui en fait récupère l'ensemble de ces températures, qui déjà permet de les afficher. Donc on a un historique en permanence sur effectivement l'évolution des températures, et on offre ainsi la possibilité aux clients d'abord de contrôler comment il chauffe sa maison, de la modifier aussi bien en local qu'à distance, et d'avoir toujours une vision globale. Je sais que par exemple, mes clients disent quand je rentre le soir, j'ai une vision globale de l'ensemble des températures de la pièce, je vois aussi les consignes de température, et je vois si effectivement mon petit dernier n'a pas mis le thermostat à 28, auquel cas je lui remets à une température plus raisonnable. Donc voilà, ça c'est au niveau... Il y a un truc pour arrêter la douche au bout de 5 minutes ou pas? Alors il n'y a pas ça, mais si effectivement c'était une demande du client, c'est toujours pareil. Si le client la demande, pourquoi pas? Pensez aux adolescents, c'est pour ça. Écoutez, alors il y a effectivement, par exemple, on consomme en permanence, on sait en permanence par exemple la consommation d'eau froide et d'eau chaude. Au jour le jour, on a des graphiques, donc effectivement on peut piéger une surconsommation. Et on a des petites choses comme par exemple des systèmes où vous pouvez mettre hors gel automatiquement, c'est-à-dire en fait des électrovannes qui coupent l'eau extérieure, et ça vous évite d'oublier où effectivement vous êtes en week-end et il y a justement là, c'est le premier gel, et vous allez perdre, vous avez des problèmes de plomberie. Donc, tout ça se fait entre guillemets indépendamment de ma volonté. C'est-à-dire une fois que c'est réglé. Non. Alors non, justement, c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours c'est globalement sur une action du client. Si je prends par exemple les accès. Aujourd'hui, c'est une maison où il y a des enfants qui sont jeunes, donc il y a une femme de ménage et une nounou. Il n'y a pas de clé, c'est-à-dire qu'en fait l'entrée est biométrique, c'est-à-dire qu'en fait avec vos empreintes digitales, l'ensemble des gens autorisés peuvent accéder à la maison, évidemment dans des... Et les plages horaires définies, j'imagine, à l'avance. Voilà, tout à fait. Et en fait, quand ils rentrent, ils vont sur des tablettes murales. Et en fait, ils rentrent un code et donc ils déclarent leur arrivée. Une nounou, par exemple, va arriver et va configurer la maison en ouvrant un certain nombre de volets qui correspondent aux pièces qu'elle va utiliser avec les enfants. Une femme de ménage, la femme de ménage, elle va rentrer, elle va configurer la maison différemment. En fonction de... Parce qu'effectivement, elle va faire des pièces sur lesquelles la nounou n'a pas besoin. Donc on voit qu'à chaque fois, la maison s'adapte, mais elle s'adapte toujours sur une demande. Est-ce que c'est pas trop... est-ce que c'est simple d'utilisation pour ma nounou Oui, mais oui, parce qu'en fait, finalement, les nounous, elles n'ont pas de clé à gérer. Elles rentrent avec leurs doigts et après, à partir de là, elles arrivent sur la tablette. Et le fait de se déclarer, elles vont enlever l'alarme, évidemment. Elles vont ouvrir les volets, configurer la maison, éventuellement le chauffage. Et à partir de là, profiter. Et en sortant, elles vont simplement déclarer leur sortie. Donc, remettre l'alarme. En même temps, le client, lui, est informé de l'arrivée et du départ, d'accord, sur son téléphone. Sur son téléphone. Par exemple, si on prend le portier, par exemple IP, lui, permet de récupérer les appels, même si on est en absence, sur son téléphone mobile, d'avoir un push immédiat dans la mesure où quelqu'un sonne, et en même temps, d'être capable d'ouvrir, par exemple, une porte garage pour un livreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus à la poste aller chercher vos colis. Vos colis seront systématiquement livrés, même si vous n'êtes pas là. Parce que vous avez un système qui vous permet d'ouvrir avec des caméras et à distance. Et d'ailleurs, ça surprend souvent les livreurs ou les gens de voir qu'effectivement, ils peuvent continuer à faire du service alors qu'il n'y a personne dans la maison. Voilà. Écoutez, merci pour ce panorama. Est-ce que, en guise de conclusion, sur ce projet, donc pour lequel vous avez obtenu un prix, vous avez obtenu quel prix et dans quelle catégorie?
On le regarde. Alors, je laisse. Oui, c'est évidemment la catégorie Smart Home. On verra tout à l'heure la partie tertiaire, plutôt Smart Building dans le collectif. Là, c'est vraiment résidentiel. C'est ce projet-là qui a retenu en fait l'attention du public, du jury, sur notamment cet aspect simplicité d'utilisation et puis clairement rupture technologique. C'est-à-dire depuis 10 ans, nous on passe notre temps à voir des projets KNX, des projets très très technologiques, presque trop technologiques et très chers. Là, le fait de passer en tout IP, donc c'est des technologies numériques, la technologie du digital, permet pour une maison de 400 mètres carrés d'être 2 fois moins chère qu'une installation identique en KNX il y a quelques années. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors, je voudrais juste ajouter une chose. Souvent, en fait, on pense qu'il faut penser à logement connecté à partir du moment où on a un projet de connecter le logement. Moi, je pense qu'il faut en fait avoir cette réflexion-là bien en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un projet de construction ou de rénovation lourde, une simple réflexion pour dire dans 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, j'aurai besoin d'un logement connecté parce que c'est l'air du temps, je prévois les quelques passages, les quelques fourreaux. On parle de très peu de finalement un investissement très faible pour finalement assurer un avenir et éviter de tout recasser ou de tout simplement renoncer à du service. Voilà, on n'est pas obligé, c'est évolutif, on n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. On n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. Voilà. Alors je vais passer la parole à votre voisin, monsieur Jean-Pierre Moreau. Avec vous, on va parler d'une caserne et de logement. Et je vais vous demander, pareil, de nous décrire la solution que vous avez mise en place dans cette caserne. Quelle était la problématique et comment vous y avez répondu? Donc c'est un projet sur Nantes d'une rénovation d'une caserne qui s'est transformée en 45 logements de standing. La problématique était je dirais, c'était surtout de gérer un projet de volume, au sens où on vient faire 45 logements en même temps qui vont être livrés le jour J, tous en même temps. Donc par rapport à un projet résidentiel où on a un client, là on n'a pas un client, on a 45 clients qui viennent le même jour. Une rénovation lourde, ça demande beaucoup d'études en amont. C'est-à-dire c'est un projet qui a pris à peu près 3-4 ans en règle générale, avec un travail d'équipe avec le corps architecte, Atelier Solo, l'investisseur, Espace Investissement, Connectibat, la maison communicante, pour essayer de comprendre vraiment où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on peut trouver l'équation qui fait qu'in fine, on va faire 45 logements connectés. À notre niveau, Connectibat, en tant qu'intégrateur, on a eu un gros travail de suivi, je dirais, durant toute la réalisation du chantier, parce que la société Durand Hervé, qui était l'installateur, sont des gens très compétents, mais de travailler sur du volume, il faut quand même qu'on puisse s'assurer, nous, qu'on ait une qualité de service qui soit déjà là en termes d'installation, pour qu'in fine, lorsqu'on va venir pour paramétrer et installer, je dirais, l'intelligence, on n'ait pas trop d'inconnus. Et un accompagnement sur tout le projet, y compris in fine, où on a été obligé de présenter au potentiel syndic qui allait prendre le contrôle ou la gestion de ce bâtiment, quels sont les services qui allaient être mis en place, qui est quelque chose d'assez innovant ou en tout cas non commun dans les bâtiments de tous les jours. Et donc aider l'investisseur, aider l'architecte à sélectionner ce syndic et accompagner ce syndic aussi à pouvoir après gérer ces nouveaux services qui lui sont proposés et mis en place. Comment ça se passe? Le syndic, par exemple, est prêt à entendre tout ça? Enfin, il y arrive? Parce que ça peut paraître complexe. Ou est-ce que, pareil, on a des solutions simples qui permettent d'aller rapidement? Aujourd'hui, les solutions qui sont mises en place sont simples, mais sont innovantes pour le syndic, au sens où c'est des nouvelles choses qu'ils doivent appréhender. Donc je pense que ce qui a été apprécié par ce que nous avons proposé, c'est justement l'accompagnement. Alors non seulement des occupants, quand ils ont pris part dans leur logement, mais aussi du syndic, pour lui expliquer ce qu'il allait devoir faire, mettre en place et quelles sont les nouvelles prestations auxquelles il devait penser par rapport à un bâtiment standard, je dirais, ou traditionnel. Est-ce que ça implique une formation? Pour moi, ce n'est pas une formation réellement, c'est plus une information. Oui, une information et surtout une notion de connexion et de communication entre différents corps d'État et différentes personnes. On est sur un bâtiment connecté. Je vais vous prendre un exemple. Une personne, un occupant, peut téléphoner en disant « Je ne comprends pas, mon chauffage avec mon smartphone ne fonctionne pas ». Il appelle le syndic pour dire ça. Mais si vous réfléchissez entre le smartphone et le chauffage, on est sur un élément connecté qui va parler sur un réseau 3G, qui va aller sur Internet, qui va sur un élément électrique, qui potentiellement va sur un élément de plomberie au chauffage. Donc qui dans la chaîne ne fonctionne pas. Et c'est là toute cette notion où le syndic aujourd'hui s'appuie sur nous
en tant que compétence pour réussir à auditer simplement une éventuelle défaillance et accompagner l'occupant à trouver la bonne solution. Si j'ai bien compris, vous travaillez sur la chaîne en fait, si vous êtes capable de comprendre où est la défaillance dans une chaîne, c'est ça? Exactement. En tant qu'intégrateur, c'est vraiment le sens du mot. C'est-à-dire qu'on sait parler avec tout le monde. Je ne dirais pas qu'on sait faire parce que ce n'est pas notre métier, mais par contre on comprend ce que font les gens. Et surtout après, nous on comprend la chaîne des choses qui doivent se réaliser pour éventuellement définir la défaillance et dire on va faire venir l'électricien, on va faire venir le plombier ou changer votre forfait, vous n'avez plus de gigas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, de donner un exemple de service rendu à l'habitant? Alors aujourd'hui, tous les logements qui sont mis en place leur permettent de gérer au niveau sécurité du contrôle d'accès. Donc ils ont un petit portier vidéo dans leur logement qui leur permet de voir à l'entrée qui se présente, d'ouvrir les portes. Tu voulais dire... Non, continue. Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Cette partie contrôle d'accès permet aussi au syndic de faire de la communication sur la résidence ou à l'occupant de façon à distance, on va dire. Donc c'est tout à fait transparent. Un occupant peut très bien dire à son syndic « je ne comprends pas, les poubelles n'ont pas été rangées » ou le syndic peut dire « attention, Madame Michu, vous avez un colis qui est arrivé à l'accueil ». Donc on est sur une notion de conciergerie numérique qui a été mise en place sur ce projet. Au niveau de cet écran, un certain nombre d'informations retournent vers l'occupant pour lui indiquer par exemple que sa fenêtre est restée ouverte alors qu'il veut partir, que le filtre ou que sa pile de son détecteur incendie est trop basse, qu'il faudrait qu'il la change. Et cette information, je l'ai là, toujours sur le smartphone en général. Sur le smartphone, sur la tablette, et sur le portier vidéo. Et sur le portier vidéo que j'ai. Donc j'ai l'information, je l'ai 3 fois. Enfin, Tout à fait. Je peux l'avoir 3 fois. Exactement. Y a-t-il quelque chose à ajouter sur ce bâtiment ou est-ce qu'on en a fait bien le tour? Enfin, évidemment, on pourrait. Et qu'est-ce qui a plu aux membres du jury? Je pense que le bâtiment a vraiment deux notions, la notion d'occupant et de logement, et une notion de bâtiment connecté, au sens où un certain nombre d'informations permettent de comprendre l'état du bâtiment, l'état technique, et ces informations sont reliées après et connectées au syndic, au gestionnaire du bâtiment. Et on ouvre ici vraiment la porte ce qu'on appelle les bâtiments ready to service. Un certain nombre ont déjà été mis en place, la conciergerie numérique en fait partie, mais on est vraiment à l'avènement de choses qui fait que le bâtiment va pouvoir évoluer et proposer des nouveaux services. Là, j'ai un double service, on va dire. J'ai un service au gestionnaire du bâtiment, à l'exploitant, et j'ai un service à l'habitant. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a plu au jury? Alors, tout à l'heure, dans le premier projet résidentiel, on avait une rupture technologique et une rupture budgétaire. Là, on est sur typiquement la rupture d'organisation. C'est-à-dire, Jean-Pierre a parlé de 3-4 ans de travail. Pourquoi les habitants de ces logements sont satisfaits de leur installation? C'est parce que dès le début, on les a impliqués. Dès le début, on a travaillé avec les différentes composantes. Et dès le début, l'intégrateur était au centre du projet pour accompagner les réflexions, pour orienter les discussions, pour définir quel type de service était prioritaire et puis quel type de service serait peut-être dans le futur, mais pas forcément prioritaire au départ. Donc il a utilisé le mot qualité de service. Ils ont impliqué les investisseurs au départ, ils ont impliqué l'architecte, ils ont impliqué les copropriétaires, ils ont impliqué le syndic. Aujourd'hui, le logement connecté commence à la livraison. Le promoteur, lui, s'en va à la livraison. Donc si, comme sur beaucoup de projets, le promoteur s'en va et puis on dit aux gens, amusez-vous, il y a du connecté, bonne chance, il ne se passe rien. Et là, le taux de satisfaction est très très bas. Là, on a la méthode qui permet d'avoir un taux de satisfaction élevé et c'est ce qui a été récompensé. Merci, donc merci à vous pour ces 2 beaux projets. Entre-temps, Monsieur Emmanuel François nous a rejoint. Je vais vous demander d'enlever les 2 petits, les 2 prix. Voilà, comme ça on peut mieux vous voir. Et donc Emmanuel François, vous nous avez rejoint. Vous êtes président de la SBA. Et je vais vous demander une petite présentation pour commencer de la SBA. D'accord. Merci. Smart Building Alliance. SBA, effectivement, Smart Building Alliance for Smart Cities. Donc, la SBA a aujourd'hui plus de 4 ans d'existence. C'est le résultat de 2 visions, comme quoi le bâtiment rentrait dans l'ère numérique et il était important d'accompagner les acteurs du bâtiment et de la ville sur cette transition numérique et de l'associer avec la transition énergétique. Aujourd'hui, la SBA regroupe plus de 200 membres avec
comme particularité une énorme transversalité. On n'est pas du tout dans le silotage tel qu'on peut l'être encore aujourd'hui dans le monde du bâtiment. On a voulu associer tous les acteurs en partant du composant électronique jusqu'à le traitement de la donnée, en passant bien sûr par le monde de la construction, de l'installation et du financement, par exemple. Voilà, il y a un nombre d'adhérents assez très important et très large et qui couvre tout le champ, on va dire, de la construction, mais au sens très très large. Et non seulement l'offre, mais la demande. Hein, c'est très important. On met l'usager au centre du bâtiment et de la ville. Et autour de ça, on construit l'écosystème qui va bien pour bâtir le bâtiment et la ville de demain. Alors, Monsieur Moreau, tout à l'heure, a fini de nous présenter le bâtiment en nous parlant de Ready to Service. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup sur le sujet. Ouais. Et je vais vous demander d'abord, qu'est-ce que c'est que le Ready to Service? Et puis deux, de nous dire qu'est-ce que ça rend justement comme service. Très bien. Alors, tout d'abord, effectivement, il y a un constat, c'est qu'à partir du moment où le bâtiment est communicant, et je dirais pour conclure sur les problématiques de terminologie qu'on a évoquées en début de réunion, aujourd'hui on a pris le choix de parler désormais de bâtiments connectés et communicants, et de faire la distinction entre connecté et communicant. C'est déjà très important. Donc aujourd'hui, je ne dirais plus connectable, je ne dirais plus intelligent, je dirais connecté et communicant. Et communicant. Hein, c'est comment on le connecte et ensuite comment il communique vers l'extérieur. Donc à partir du moment où un bâtiment est connecté et communicant, le bâtiment devient une plateforme de services. Services pluriels, multi-usages. Et on s'est dit, il est important de porter une garantie, un cadre de confiance pour que tout investisseur, pour que l'usager ait confiance dans le bâtiment qu'il achète, le bâtiment qu'il occupe ou le bâtiment qu'il finance. C'est l'objet de Ready to Service. C'est de bâtir un cadre de référence qui soit la ligne directrice pour les bâtiments, plateforme de services, durables, évolutifs et pérennes. C'est quoi? C'est une norme? C'est une méthodologie. C'est dire globalement comment faire. Notamment, ça traite de comment le bâtiment est connecté, comment il communique, comment les équipements se connectent à une infrastructure de communication et comment cette infrastructure de communication délivre des données qui vont être ensuite traitées par des applications qui elles-mêmes vont générer des services. Et le tout sur un prérequis qui est l'ouverture des données et l'interopérabilité des systèmes et des équipements. Quand on dit interopérabilité, ça veut dire que ça match, ça communique ensemble sans avoir simplement. Alors ma transition est toute trouvée. Est-ce que ça match entre vous? Bonjour messieurs. Vous êtes monsieur Alexandre Chavreau, président de Smart Home. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, monsieur François Desmarès, de Innovation et Marketing Ubiant. Bonjour. Avant de vous demander une petite carte d'identité à chacun de votre société, je vais reposer ma question. Est-ce que ça se match entre vous? Est-ce qu'on arrive à communiquer? Oui, aujourd'hui, d'abord c'est une question de volonté. Aujourd'hui, la techno permet de communiquer, les protocoles, donc les langages des objets permettent de communiquer entre soit les passerelles, soit les différents objets. C'est le cas entre nous avec ce que nous proposons avec Ubiant. Donc aujourd'hui, l'ouverture elle est tout à fait possible, oui, absolument. Et de votre côté? Oui, et puis effectivement, en amont de tout ça, l'enjeu, effectivement, c'est de proposer des systèmes qui sont ouverts et communicants. Des objets communicants et interopérables et des couches applicatives qui peuvent discuter entre elles pour permettre demain le développement d'une multitude de services. Alors, je vais me tourner vers vous, monsieur Alexandre Chavreau. Vous êtes, j'ai dit, président de Smart Home. Et Smart Home, qui c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Smart Home, c'est une société française basée à Tours. On œuvre essentiellement dans le domaine de l'électronique. Et là, en l'occurrence, nous sommes présents à Batimat avec une de nos sociétés qui s'appelle Vestapro. Et cette fois, Vestapro est un distributeur à valeur ajoutée sur le lot Smart auprès des professionnels. Alors, nous sommes allés vous voir
sur votre... Enfin, pas vous, quelqu'un qui travaille avec vous. Et nous sommes allés vous voir sur votre stand à Batimat. Et on va voir tout de suite le petit reportage et on reviendra après pour compléter. Donc Vestapro distribue notamment les accessoires du Smart Home ou du Smart Building tels que les thermostats, les détecteurs de mouvement, les détecteurs d'ouverture de porte, les sons de température, etc., etc. Alors la valeur ajoutée de Vestapro, c'est de pouvoir distribuer n'importe quel lot Smart sous différentes marques, différents protocoles radio, n'importe où en France sous 48 heures. La valeur ajoutée de Vestapro, c'est également le kitting. Le kitting, c'est quoi? C'est la préparation de commandes à façon, c'est-à-dire que sur un bâtiment entier, on va pouvoir préparer les commandes avec un certain ordonnancement des produits et ainsi l'installateur va savoir exactement dans quel ordre et où installer son produit. Une autre valeur ajoutée, c'est également la force de vente présente partout en France pour aller expliquer, pour aller former nos clients. Et enfin, nous avons également un plateau téléphonique composé d'une douzaine de personnes basées à Tours et à Lyon pour suivre la partie technique de nos clients. Et enfin, Vestapro, c'est aussi la plateforme vestapro.eu qui permet d'acheter vos composants, vos produits directement sur Internet. Donc là, on a eu un bon panorama. Est-ce que vous voulez compléter par rapport à ce qui vient d'être dit ? Oui, enfin, donc comme il a été dit, effectivement, nous, on se positionne comme un distributeur à valeur ajoutée. Donc à valeur ajoutée, dans la mesure où aujourd'hui, on est quand même sur un marché, un métier qui est relativement récent. Et par rapport à ça, nous avons une obligation d'aller accompagner nos clients, donc en l'occurrence les installateurs, sur tout le process d'installation et de compréhension de l'offre. Donc aujourd'hui, on a effectivement une équipe sur le terrain qui est là pour former, pour accompagner nos différents clients et installateurs. Qui sont vos clients que vous formez et que vous accompagnez? Aujourd'hui, on a des installateurs offres domotique, des installateurs électriciens, des intégrateurs. Donc eux, on va les accompagner donc directement sur site. On a également, comme il a été dit, toute une partie back-office, donc hotline, assistance technique, au cas où il y a des informations spécifiques à obtenir sur le lieu de l'installation. Et puis aussi, un de nos métiers, c'est aussi d'aller trouver en termes d'offres produits, parce que je le rappelle, on a une offre produit multimarque, multiprotocole pour le Smart Home et Smart Building, c'est d'aller trouver les pépites en termes d'entreprises qui font et qui développent les objets communicants de demain. Donc il y a pas mal de startups qui travaillent sur ces métiers-là. Et nous, notre métier, c'est d'avoir l'offre pertinente au bon moment pour effectivement adresser ce marché. Voilà, donc c'est vraiment, c'est le distributeur, et c'est le premier, je crois, distributeur de produits multimarques Smart Home. Exactement, dédié au lot Smart. Et tout ça en s'appuyant, c'est quand même important de le dire, tout ça en s'appuyant sur une plateforme numérique, donc un site web, où en fait le client installateur va pouvoir avoir à n'importe quel moment l'ensemble des informations concernant ses commandes, ses produits, où est-ce qu'elles seront livrées, le cycle de livraison, c'est quand même une partie quand même relativement importante, et tout autre type d'informations sur le site web. Donc aujourd'hui en nomade, on a entre guillemets son distributeur on a son distributeur toujours avec soi. Exactement. Sur son téléphone ou sur son ordinateur portable. Exactement. Voilà. Merci, on va revenir avec vous un peu plus tard sur ce projet et puis on verra un peu les synergies avec vous, avec Ubiant entre autres. Monsieur Desmarais, nous on est allé vous voir et vous nous avez raconté un petit peu ce que faisait Ubiant et puis pareil on reviendra à la société Ubiant et puis je vous demanderai de nous faire une petite carte d'identité après le lancement du petit reportage. Ubiant, c'est une société qui permet de connecter, de rendre les bâtiments intelligents, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires. Bien, ça permet de transformer les bâtiments en plateforme de services, d'apporter des services qui soient des services de pilotage du logement localement ou à distance via une application, des services de gestion énergétique, des services d'assistance aux personnes ou tout service que l'on peut imaginer. Comment ça marche? Très simplement, eh bien, avec une application, l'application EMIS, on peut représenter le double virtuel de son logement, de créer les différentes zones ou pièces
de son logement ou de son bâtiment et d'y ajouter des objets par simple lecture NFC grâce à une banque d'objets, la banque d'objets QuickMove, qui est labellisée QuickMove et qui permet par simple lecture de ces objets de faire émerger au sein de l'application des services. Depuis son smartphone ou également depuis un petit objet que l'on appelle Luminion, cet objet lumineux qui permet également de donner des informations sur sa consommation d'énergie. Alors tout ce système repose sur l'OS EMIS, un operating system dédié au bâtiment qui est construit sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces algorithmes donnent des capacités d'auto-adaptation, d'auto-apprentissage et de prédiction au bâtiment. Alors, vous en avez déjà dit beaucoup dans ce petit reportage. Est-ce que vous pouvez... Ubiant, c'est qui et vous venez d'où? Et vous allez où? Ubiant, c'est une start-up qui a 5 ans déjà. Donc aujourd'hui, c'est 35 personnes. Le cœur de métier d'Ubiant, c'est le logiciel et plus particulièrement l'intelligence artificielle. Et nous avons effectivement structuré 2 plateformes. Une plateforme qui nous permet de numériser les bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, et une deuxième plateforme qui s'appelle QuickMove, qui permet de numériser les objets et de rendre chaque objet unique en lui injectant un petit tag NFC. Et de fait, pour apporter des services dans les bâtiments que nous avons émergés, c'est extrêmement simple pour des installateurs ou pour des usagers finaux. Il s'agit simplement de prendre son objet, de le lire sur son téléphone équipé d'un lecteur NFC, et sans aucune programmation, sans aucun paramétrage, vous avez le service qui émerge dans votre application. A l'inverse, demain, on proposera dans notre application des listes de services grisés que l'usager pourra choisir. Il cliquera sur son service, il aura une petite bande-annonce, trouvera ce service séduisant, il l'achètera sur son smartphone et naturellement, ça déclenchera une commande d'objet pour permettre au service d'émerger dans l'application. Voilà. Quel type d'objet? Moi qui suis un néophyte, qui ai besoin d'améliorer le confort, que ce soit chez moi, au bureau, comment vous allez m'aider très concrètement? En préambule, on réconcilie 2 mondes. On réconcilie le monde de l'IoT, de l'Internet d'objets, des objets qui arrivent aujourd'hui avec des produits du type station météo Netatmo, ampoule Philips Hue, et puis tous les objets capteurs ou actionneurs du monde du bâtiment. Capteurs de température, capteurs de présence, des vannes thermostatiques pilotables, des relais électriques. Donc on réconcilie dans notre plateforme EMIS tous ces objets que l'on peut accueillir pour générer des services. Donc les types d'objets que peuvent acquérir demain les usagers, ce sont soit effectivement des objets issus du monde de l'IoT, soit des objets que l'on peut trouver dans des enseignes de distribution, de bricolage par exemple. J'allais dire, vous vous occupez de tout pour que ça fonctionne d'une manière très simple, sans jamais que j'aie à m'en occuper. Voilà, exactement. En fait, tout l'enjeu, c'était de pouvoir apporter un dispositif via cette banque d'objets QuickMove et via les outils d'EMIS qui permettent d'inscrire facilement les objets, donc de fournir des outils aux installateurs pour que les temps de déploiement soient beaucoup plus courts et donc économiquement de permettre d'amener de l'intelligence dans les bâtiments à moindre coût. Et puis de l'autre part, de permettre aux usagers finaux de pouvoir faire grandir les services au sein de leur lieu de vie en ajoutant eux-mêmes facilement, sans aucune programmation, ces objets. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Pareil, on ne sait pas toujours pour le néophyte ce que c'est. Vous, en quoi cette intelligence artificielle vous aide et va aider les services que vous rendez? Par exemple, l'intelligence artificielle, je vais vous donner un cas concret, nous permet d'une part d'ajouter, de transformer l'ajout d'un objet physique en service. Donc les algorithmes d'intelligence artificielle permettent ce passage de l'objet au service. Un deuxième exemple, parmi les services que l'on propose dans notre système, on a un système d'auto-organisation du logement ou du bâtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un usager, pour régler son chauffage, il peut prendre son application et puis dire je veux davantage de température ou davantage de luminosité. Voilà, on peut également... je passe à 20, à 21 voilà. ou à 18. Mais le service particulier et différenciant que nous propose l'intelligence artificielle, nous permet l'intelligence artificielle, c'est de passer
de déléguer en fait la gestion de son logement à l'intelligence artificielle et de dire voilà, maintenant je me mets en mode auto. Et en fonction d'un objectif économique de consommation d'énergie qui a été fixé soit par le gestionnaire de parc immobilier, soit par le chef de famille, de dire voilà, je veux dépenser 2300 € d'énergie par an, je le mets en mode auto, et le système, en toute autonomie, va auto-équilibrer des contraintes de consommation d'énergie avec des contraintes de confort. Voilà. Donc quelque chose qui va se faire. Donc, alors, si j'ai bien compris, c'est exemple 2000 € par an. Mais je ne dois pas aller au-delà, c'est ça? On peut, oui. J'imagine, faire moins. Bien sûr, la finalité, c'est d'injecter un objectif ambitieux mais réaliste pour effectivement permettre de diminuer les consommations d'énergie. Alors, j'ajouterai un point. On laisse tout le temps la main à l'usager. Même si effectivement vous déléguez la gestion de votre logement au logiciel, voilà, à tout moment, on peut l'usager chez lui a des petites interfaces, soit sur smartphone, soit physique, pour dire là non, je reprends la main, je coupe, je veux plus de confort ou je veux moins de confort. Emmanuel, François, cette reprise en main, c'est important par l'usager? C'est fondamental. De tout temps, l'usager doit être au centre du bâtiment. Hein. Il est replacé au centre et il doit toujours pouvoir avoir le dernier mot. Ça, c'est fondamental. C'est incontournable. Mais on ne doit pas demander à l'usager de réfléchir en permanence sur ce qu'il doit faire pour piloter son bâtiment. Et c'est là le grand changement, la grande évolution. Et François l'a bien expliqué. On doit associer le monde d'hier, le monde du bâtiment, entre guillemets, intelligent d'hier, qui était avec des automatismes, au monde de l'informatique. Parce qu'on rentre dans le bâtiment digital, alors qu'il était analogique. Donc, j'en viens à vous deux. En forme de conclusion, on va dire, vous travaillez ensemble. Comment ça se passe? Est-ce que vos objets, tout ce dont on vient de parler, et je risque de dire de bêtises en parlant d'objets ou d'autres choses, mais comment travaillent ensemble toutes ces synergies? Comment ça se passe entre vous? Par exemple, très concrètement, avec Vesta Pro, nous travaillons sur l'intégration de l'ensemble de leur gamme de produits dans notre banque d'objets QuickMove pour qu'ils soient nativement équipés des spécificités. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur le reportage avec la petite, voilà. le petit digicode, là, paf, avec les objets Vesta Pro, je peux rentrer dans votre système. L'idée, en fait, Vesta Pro développe un certain nombre de capteurs et d'actionneurs, et bien c'est d'intégrer la gamme de Vesta Pro dans la banque QuickMove pour que demain, nos clients à qui nous vendons effectivement nos services puissent avoir recours aux objets, à une multitude d'objets. Et plus on aura d'objets sur le marché disponible, plus on pourra faire émerger des couches de services nombreuses et pertinentes. Oui, puis il y a un autre point qui celui-là est plus logistique et plus trivial, mais important pour l'installateur. On a la possibilité aussi, via Ubiant, de récupérer la maquette 3D du bâtiment à travers notre plateforme numérique à nous, donc notre informatique, et ce qui va nous permettre en fait de savoir exactement dans le bâtiment quels objets vont dans quelle pièce et quel est l'ordonnancement en fin de compte de ces différents objets. Donc d'un point de vue strictement logistique cette fois, je fais ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, je fais du kitting, c'est-à-dire je vais faire de la préparation de commandes, habitat par habitat, pièce par pièce, avec les bons produits au bon endroit pour l'installateur. Donc on essaie vraiment du début jusqu'à la fin de la chaîne, entre ce que propose Ubiant et sa solution QuickMove et ce qu'on essaie de proposer nous d'un point de vue préparation de commandes et logistique, préparation de commandes, préparation d'objets. Voilà, de faciliter le travail de l'installateur une fois qu'il va arriver dans le bâtiment en question. C'est fondamental ce que vous dites, et c'est vrai que du coup, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on change aussi d'air. On change du bâtiment qui était artisanal, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pré-industrialisé. C'est clé. C'est grâce à la maquette numérique, c'est grâce au numérique. Voilà, parce que là, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a tout entre en jeu. Donc, voilà. il y a la maquette numérique, exactement. Il y a vos objets, il y a vous, l'aspect distribution, parce qu'au bout d'un moment, il faut que l'objet soit quelque part et qu'il puisse aller ailleurs. Donc, maintenant, une petite conclusion à tous les deux, avant de donner la parole et de terminer avec vous. Qui veut commencer ? Sur cet aspect, on peut faire peut-être un peu de prospective, comment les choses vont évoluer. Oui. En fait, l'enjeu pour Ubiant, bien évidemment, c'est d'équiper des logements
pour apporter du service. Mais au-delà du logement, demain, c'est de rassembler, de fédérer des logements et des groupes de logements. On sait que il y a différentes natures de logements, des logements résidentiels qui ne vont pas consommer au même moment qu'un logement professionnel, donc tout le monde ne consomme pas au même moment. Par ailleurs, dans un contexte de décentralisation des sources de production d'énergie, eh bien, on va pouvoir demain, et des sources de stockage d'énergie, on va pouvoir demain fédérer des bâtiments qui ne consomment pas tous au même moment, avec des sources de production d'énergie locale, des sources de stockage local, pour aller vers des territoires à énergie positive, et demain, des groupes de bâtiments autonomes. C'est ça l'enjeu de demain pour la planète. Voilà, groupe de bâtiments autonomes qui communiquent entre eux et qui, à un moment donné, en fonction des consommations et de la production, vont utiliser ou pas l'énergie. Et ça, c'est ce que vous permettez. Monsieur, une petite conclusion. Alors, à un autre niveau, après, pour que tout cela prenne forme, pour que tout cela existe, hein, le bâtiment ready to service ou tout ce que vient d'évoquer François, il faut aussi que la filière soit organisée. Il faut en fin de compte que depuis le fabricant jusqu'au financier, l'investisseur, etc., il faut que l'ensemble de la filière soit quand même organisée pour que tout ça prenne forme. Nous, notre ambition, c'est d'être un de ces acteurs-là et de faire en sorte que cette filière s'organise, parce qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de choses à faire. Et donc, c'est pour ça que Vestapro existe, c'est pour ça que Vestapro est là pour accompagner l'installateur, le former, offrir des services à valeur ajoutée pour organiser cette filière, pour que tout ça prenne forme, prenne vie. Si je dis que vous êtes la cheville ouvrière du système, est-ce que ça vous convient ou pas ? En tout cas, on fait tout pour le devenir. Merci beaucoup messieurs. Donc François-Xavier Geland, une petite conclusion sur ce qu'on vient d'entendre, très riche. Hein. Ce que ça m'inspire, en fait, en écoutant vos 4 intervenants, le mot smart, alors il n'est pas français, donc il n'est pas très joli, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est à la fois intelligent, mais aussi très futé, très ouvert, très agile. Et on l'a vu dans le premier projet résidentiel. On a un humain qui a passé du temps à essayer de comprendre le besoin, qui a passé du temps à trouver la bonne solution pour que ça coûte moins cher et que le client l'utilise réellement, qu'il soit satisfait. Dans le deuxième, on a une entreprise qui a changé les méthodes du bâtiment. Donc quand on dit réorganiser la filière, on va mettre 30 ans ou 40 ans à réorganiser le bâtiment. Mais non, ponctuellement, on peut aussi agir, donc avec R2S, avec cette logique de l'eau transversale, etc. Donc si on a... C'est une question de volonté, pour reprendre le mot d'Alexandre en introduction. Cette volonté-là, on est capable, au niveau d'un projet, d'embarquer le promoteur, les bureaux d'études, les architectes, les installateurs, pour dépasser leur méthode habituelle et aller vers des choses beaucoup plus, je dirais, ce mot rupture est important, hein, c'est dépasser l'habitude pour aller vers la rupture et aller vers quelque chose d'innovant. Alors avec Vestapro, on est sur l'agilité et on dépasse la guéguerre du protocole, par exemple. Nous, ça fait 35 ans qu'on entend parler de protocole. C'est plus un problème. La preuve, c'est que quel que soit le protocole, sa méthode va permettre de dépasser cette logique. Au niveau du BIANT, c'est l'agilité. C'est là, on est dans l'intelligence artificielle. Donc on dépasse même ce qu'on fait, nous, en domotique, depuis 30 ans. On pilote. Non, il n'y a personne envie de piloter son logement. Le logement devient autonome, encore faut-il des algorithmes, encore faut-il de l'intelligence artificielle, encore faut-il des plateformes qui sachent embarquer tout ça. Donc voilà, ces 4 intervenants me donnent de l'espoir en disant, même si on ne va pas réorganiser la filière comme ça du jour au lendemain, on a suffisamment d'acteurs, suffisamment de volonté pour arriver à quelque chose de vraiment smart, connecté, communicant, comme le disait Emmanuel. Emmanuel François, vous avez le mot de la fin. Écoutez, c'est une lourde responsabilité. Donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, les universités d'été de la Smart Building Alliance. À l'époque, vous aviez beaucoup insisté sur l'aspect sécurité. Et peut-être que je vais vous demander d'accentuer, de porter votre mot de la fin sur cet aspect-là. Mais en même temps, je veux bien que aussi vous réagissiez à ce qu'on a entendu sur ce plateau. Alors, je vais peut-être revenir justement, vous me tendez la perche de la sécurité, c'est un bon sujet. La sécurité est fondamentale parce que il faut de la confiance. Il faut de la confiance pour avoir un bâtiment intelligent, pour avoir une ville intelligente. Il faut de la confiance déjà de la part de l'usager. L'usager, s'il rentre dans un bâtiment communicant et connecté, il n'a pas du tout envie que toutes ces données soient connues et que demain, on sache tout de sa vie privée. Donc il faut que cette confiance soit là. Mais il faut aussi une confiance des investisseurs. C'est fondamental. Il faut une confiance aussi des collectivités locales. Si elles poussent des bâtiments connectés et communicants, il
Il faut qu'il soit sûr qu'effectivement, ça répond à certains critères, d'où Ready to Service. Quand on parle aussi de sécurité, c'est la sécurité des données, mais j'irai même au-delà. Et là, c'est un message à notre ministre, Nicolas Hulot, c'est la sécurité énergétique. Aujourd'hui, on a une volonté de rénover énergétiquement tous les bâtiments en France. Qui dit rénover, dit apporter des automatismes. Mais forcément, il y aura une couche numérique. À partir du moment où il y a une couche numérique, il faut que cette couche numérique soit sécurisée. Si cette couche numérique n'est pas sécurisée, il y a un risque potentiel de hackage. Aujourd'hui, il faut savoir que l'enjeu au niveau du territoire est de 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est à peu près 2 millions de logements connectés. Si demain, vous avez plusieurs bailleurs sociaux qui décident uniformément de connecter tous leurs logements sociaux, mais que ce n'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas cette couche sécuritaire face à une intrusion informatique, on a un risque de hackage. Et quelle est la conséquence? C'est un plantage de notre réseau énergétique, pas seulement en France, mais en Europe. Donc c'est un enjeu national, voire au-delà de la nation. Donc un enjeu de sécurité très important. Très important. On dit que c'est le mot de la fin? Je dirais que c'est le mot de la fin, mais n'oublions pas, et on l'a dit, c'est que l'usager est au centre. Il y a des systèmes qui sont là pour le faire. Et donc le bâtiment connecté et communicant n'est pas un bâtiment technophile, c'est un bâtiment pour humains, pour les usagers. Un bâtiment pour tout le monde. Tout le monde. Et facile à comprendre. Merci beaucoup. Merci d'être venu donc, sur le plateau de Bâti-Journal TV pour cette émission spéciale avec nos partenaires, la Smart Building Alliance, la Fédération française de domotique, Vestapro et Ubiant. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Une émission donc à retrouver sur le site de Bâti-Journal TV et également sur le site de nos partenaires. À bientôt, au revoir. Merci. Merci.